Bienvenue, Sylvain Tesson. Je suis ravie de vous recevoir dans le portrait à l'occasion de la sortie de votre masterclass sur notre site Mentor Show, comment apprivoiser la solitude. Alors, je voudrais vous poser une première question pour démarrer. Est-ce qu'on peut apprivoiser vraiment la solitude, qu'elle soit choisie ou imposée ? C'est-à-dire qu'on on apprivoise en général ce qui vous fait peur. Apprivoiser, c'est un mot de dompteur au cirque. On apprivoise un tigre, on apprivoise un serpent, on apprivoise une mygale peut-être. Or, moi je pars du principe que la solitude n'est pas un ennemi. Alors, évidemment, on a tendance à croire que, surtout dans les sociétés urbaines et modernes, que la solitude est une forme d'échec. J'essaie de montrer qu'elle est au contraire un chemin vers l'inspiration. À condition, mais vous l'avez dit, bien entendu, qu'elle soit choisie. Enfin, de toute façon, ça semble évident qu'il faut distinguer ce qui participe de votre choix, de vos envies, de vos dilections, et puis ce qui vous est imposé par les coups du sort. Moi, j'ai eu la chance, dans mes voyages, de ne connaître qu'une solitude épousée, choisie, vers laquelle j'allais, et puis qui était relative, puisqu'elle était éphémère et puisque je l'avais moi-même acceptée. Je crois qu'il y a beaucoup de manières de faire de la solitude une très bonne compagne. Et quand elle est imposée par les coups du sort, comme vous venez de le dire, une épreuve, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de tirer à un moment donné un enseignement de la solitude, un bénéfice de cette solitude ? Ça, moi, je ne le sais pas, parce que je ne l'ai jamais éprouvé, la solitude imposée. Alors, je suis entouré, bien entendu, de proches ou de semblables qui ont souffert de la solitude. J'ose espérer qu'ils trouveront un moyen peut-être de l'apprivoiser. Je sais que nous vivons là, dans ces villes. Regardez, nous sommes au-dessus de cet océan de zinc, de tuiles et d'ardoises, les toits de Paris, cette grande fourmilière géante qui est en fait le spectacle, qui nous offre le spectacle de la multitude, en réalité recèle, contient beaucoup d'individus, des cœurs solitaires, des âmes éperdues qui souffrent de la solitude, alors que pourtant elles sont dans la promiscuité urbaine. Je sais bien que parfois c'est une douleur, et j'ose espérer que les quelques pistes que je montre pourront peut-être contribuer à apporter un soulagement à cette solitude vécue et imposée. Mais par exemple, la lecture en est un remède extraordinaire au sentiment de solitude. On a l'impression que on rentre dans une conversation avec un écrivain et que les livres vous procurent une forme d'amitié, et on peut cheminer longuement avec un livre, et à ce moment-là avoir l'impression qu'on est moins seul. Alors Sylvain, c'est le principe de ce format. Je vous ai demandé d'amener 2 photos qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous voulez bien qu'on les découvre ensemble et vous voulez bien me les commenter, me les décrire ? Alors j'ai pris une première photo qui est familiale, et qui est une photo de ma mère. Ma mère est morte il y a 10 ans exactement, quasiment jour pour jour. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et alors on la voit ici, elle avait 65 ans à cette époque, et elle escalade avec moi la flèche de Notre-Dame. Mais la flèche de Notre-Dame, celle de Viollet-le-Duc, avant qu'elle ne brûle en avril 2019, avant la grande catastrophe du XXIe siècle. Et voilà ma mère qui monte entre le premier et le deuxième étage de la cathédrale. Et si j'ai apporté cette photo, c'est d'abord parce que ça me fait chaud au cœur de voir comme ça le beau visage de ma mère, et puis parce que j'aimais beaucoup grimper les églises, me promener sur les toits des capitales de France ou d'Europe. J'avais l'impression de mettre en pratique le vers de Rimbaud quand il dit j'ai tendu mes cordes de clocher en clocher et je danse. C'est ce que nous faisions le soir sur les églises. Quelle relation vous aviez avec votre mère ? Très bonne, très bonne. Je vous remercie de temps en temps de vous improviser psychanalyste. C'est formidable. Je pensais que c'était une masterclass et pas une confession freudienne. Mais non, mais mes relations avec mes parents en général et ma mère en particulier étaient très bonnes. Je n'ai jamais tellement compris
les injonctions et les théories de ce sexologue viennois, comment s'appelait-il, qui a emmerdé tout le monde au XXe siècle. J'ai toujours son nom sur le bout de la langue, mais j'ose pas le prononcer. Freud. J'ai jamais compris que l'enfant doive absolument se constituer dans sa nature propre et dans son identité par l'opposition à son père et par une espèce de relation tout à fait bizarre et contre-naturelle d'ailleurs avec sa mère. Alors je dois vous avouer que ma réponse ne sera pas du tout freudienne. Moi j'aimais ma mère mais d'un amour filial qui était parfaitement débarrassé de toute espèce d'ambiguïté. Et j'aimais mon père sans avoir jamais voulu m'opposer à lui. Si vous voulez, je préfère le syndrome de Télémaque au syndrome d'Oedipe. Vous vous souvenez de Télémaque? Enfin, c'est pas la peine de rappeler, mais c'était l'enfant d'Ulysse qui a cherché toute sa vie son père, qui a cherché à réconcilier ses parents, plein d'amour pour sa filiation, sans jamais avoir l'intention de la détruire. Alors moi, j'avais une relation plus télémachienne à mes parents que oedipienne. Voilà, pour dire les choses simplement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment, un souvenir qui caractérise l'enfance que vous avez eue? Oui, j'en ai un. J'avais emmené un jour, moi j'adorais, quand j'avais à partir de 10 ans, dormir dehors, vivre dans les bois, mener une vie de, je sais pas, de scout, quoi, à la Tom Sawyer, quoi. C'est ce que mon ami l'éditeur Olivier Frébourg appelle le syndrome Tom Sawyer, qui vous donne envie de partir dans les bois pour aller chercher de la liberté. Et alors, je voulais emmener mes parents absolument dormir dans la forêt. Et eux, ils trouvaient ça complètement absurde. Ils détestaient ça. Mon père était vraiment un urbain qui aimait les musées, les salles de concert, les rédactions des journaux, les bibliothèques, et qui ne pensait pas du tout que la vie s'accomplissait dehors, dans les bois, sous une toile de tente. Et je les avais quand même amenés. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe quand on emmène des gens bivouaquer, des gens qui n'aiment pas du tout cela? Ben naturellement, c'est la pire nuit de l'année, où il pleut, il y a du vent, c'était une abomination. Et à 2 heures du matin, on est tous rentrés se coucher dans la maison. Mais j'ai ce souvenir, qui est un souvenir d'enfant, parce qu'il y avait à la fois une tendresse de mes parents qui avaient voulu absolument faire ce que leur réclamait leur enfant, et puis en même temps, je m'étais aperçu que tout le monde n'est pas obligé d'aimer la nature et le bivouac. Il ne s'inquiétait pas, à 10 ans, il vous laissait déjà suivre cette envie, cette voie Non, ils se sont toujours beaucoup inquiétés, oui. Même jusqu'à des dates tardives. Après, ils ont eu raison de s'inquiéter, parce que d'ailleurs, finalement, toute cette vie que j'ai menée d'acrobatie et de voyage a fini par me coûter cher, puisque un jour j'ai eu un grave accident qui m'a amené à l'hôpital. Mais heureusement, ma mère était déjà morte, donc elle n'a pas pu en concevoir beaucoup d'affres. C'est l'avantage de la mort, hein, c'est que ça résout le problème de l'inquiétude. Mon père, lui, a perdu en 1 mois sa femme et la moitié de son fils. Puisque moi, j'étais vraiment cloué dans un lit d'hôpital et très diminué. Et alors, en même temps, moi, je n'ai jamais conçu trop de culpabilité de cette inquiétude de mes parents, parce qu'un père et une mère sont là pour s'inquiéter. Et un enfant est là pour procurer des raisons d'inquiétude à ses parents. L'enfant qui n'inquiète pas ses parents, c'est mauvais signe. C'est qu'il a choisi, je sais pas moi, une vie de peut-être trop sage. Je crois que l'inquiétude est le meilleur hommage que l'on peut offrir aux possibilités d'agir que vous offre la vie. J'ai lu que vous aviez des difficultés à l'école, on peut dire ça comme ça? C'était une forme de rébellion, ou vous n'étiez pas fait pour le système scolaire? Non, non, c'est simplement que j'étais un cancre, pas très doué, quoi. Ça paraît dingue quand on voit le parcours que vous avez, c'est toujours un peu surprenant quand on entend ça. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. J'ai beaucoup de difficultés en calcul. Je ne comprends absolument rien aux appareils digitaux. Enfin, je ne suis pas très doué, à mon avis, cérébralement. Alors après, j'ai une bonne mémoire. Ça se discute quand même, mais... Je ne sais pas, j'ai beaucoup lu, donc j'ai conservé l'écho des
poésie et des textes que j'ai lus, mais enfin, c'est pas ça qui crée une intelligence, non. Je crois que j'avais pas beaucoup de prédispositions, et comme j'étais un peu paresseux, comme tous les enfants, j'ai pas eu de très bons résultats scolaires. Vous allez quand même jusqu'au bac? Oui, un peu plus loin même. Enfin excusez-moi, mais le bac des années 89, c'était pas très difficile. Il fallait vraiment faire de gros efforts pour ne pas l'avoir. Pour pas l'avoir. Oui, oui. Ne pas avoir son bac aujourd'hui témoigne quand même d'un sens, d'une énergie, d'un sens de la volonté profonde. On peut saluer ça chez un enfant aujourd'hui qui n'a pas son bac. On peut lui dire, on voit que tu veux quelque chose. Sylvain, à 20 ans, vous vous mettez à parcourir le monde et puis vous vous mettez à parcourir un nombre incalculable de pays. Je ne sais pas si vous les avez comptés. Ah non, vraiment pas, non, parce que c'est très peu pour moi la comptabilité. Oui, voilà, c'est ça. Je vois pas très bien d'ailleurs en quoi est-ce que la comptabilité du nombre de pays dirait quoi que ce soit sur ce qu'on en a retiré. À quel moment dans tous ces voyages vous vous êtes dit c'est vraiment ce chemin que je veux suivre, je veux continuer de faire ça toute ma vie, je veux raconter mes voyages? Est-ce qu'il y a eu un moment où finalement c'était un prolongement normal de qui vous étiez? Non, j'aimerais pouvoir vous dire, tout petit déjà, je voulais vivre une vie d'écrivain voyageur, mais en réalité, ça vous est sans doute arrivé de vous entretenir avec des écrivains ou des artistes ou des penseurs ou des acteurs qui vous ont expliqué que leur vocation venait de la prime enfance. En réalité, je pense qu'ils se mentent un peu à eux-mêmes. Je crois davantage que la vie est une succession d'occasions que l'on saisit plus ou moins, est un long exercice de composition avec les hasards des événements. Je crois bien davantage à ça, plutôt qu'au fait que ce soit un long enchaînement de causalité et de sacrifice à la vocation que vous auriez contractée dès votre plus tendre enfance. Vous voyez le genre, quoi, les gens qui vous disent « Oui, tout petit déjà, je désirais devenir ce que je suis devenu », je ne crois pas à ça, non. Moi, j'ai fait un voyage quand j'avais 20 ans, autour du monde à bicyclette, et c'est ce voyage-là qui m'a emporté, en fait. C'est un peu comme si j'avais été happé par quelque chose qui me dépassait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer de publier des ouvrages? Ça a commencé à marcher, ils ont commencé à être lus, et puis ça vous a conforté dans cette voie? Oui, un peu. C'est-à-dire que je suis parti avec Alexandre Poussin en 93-94 faire le tour du monde à bicyclette. On a écrit un livre tous les deux de voyage qui s'appelait « On a roulé sur la Terre ». Ce livre, je ne sais pas pour quelle raison, a rencontré un peu de succès. Peut-être parce que nous étions désinvoltes, nonchalants et insouciants, et qu'on donnait l'impression que c'était ce qui est vrai d'ailleurs, que c'était très facile de faire le tour du monde à vélo. Il suffit d'avoir un vélo et de mettre quelques économies de côté et de partir le nez au vent pendant un an. Beaucoup d'ailleurs de jeunes gens le font encore aujourd'hui. Beaucoup en rêvent, beaucoup y arrivent. Je crois que on était sinon les premiers, du moins on disait dans ce livre-là, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas si difficile. Comme la Terre est ronde, ben pour faire le tour, il suffit d'aller tout droit. Vous voyez, c'est quelque chose de très banal. Moi, j'ai toujours dit des choses très banales et très ordinaires, seulement je les incarne, ces choses-là. Alors on a l'impression que ce sont des choses très profondes, mais pas du tout. Je dis des choses très légères, très banales et très conventionnelles, seulement je vais jusqu'au bout de ma banalité. Alors à la fin, ben, ça devient quelque chose quand on va jusqu'au bout de sa banalité. Alors comme le livre a marché, eh bien l'éditeur Robert Laffont, à l'époque, le vrai Robert Laffont, il était déjà un très vieux monsieur, et il nous a dit faites un autre voyage, je vous le financerai. Et puis nous avons fait un autre voyage à pied à travers l'Himalaya, un autre livre, et je me suis aperçu qu'il y avait une vie merveilleuse dont la recette comportait un peu deux ingrédients, l'action et la liberté. Et puis un troisième, l'écriture. Alors vous nous avez amené un livre justement d'une expédition à laquelle vous avez participé où il y a une photo. Vous vouliez nous commenter, vous voulez bien qu'on regarde? Ah bien oui, c'est un livre de Vincent Munier, le photographe animalier célèbre, qui m'a emmené en 2018 et en 2019 m'initier à l'art de l'affût. Ce qui pour moi était très nouveau, parce que moi je pratiquais l'art de la fugue.
et non pas l'art de l'affût. Et alors, l'art de l'affût consiste à se dissimuler, se cacher dans le territoire et de regarder longuement autour de soi et de laisser les bêtes arriver. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des panthères des neiges. Et il y a une photo de lui que j'aime beaucoup, qui est celle-là. Vous voyez, c'est une photo d'un faucon, le faucon sacre du Tibet. Il était là, posé près d'un rocher, Vincent, et puis tout d'un coup, le faucon est arrivé. Pendant 20 minutes, le faucon est resté devant lui et il a pu le saisir. C'est magnifique, non? Très beau. Voilà, c'est la photo du faucon. Sauf que il y a autre chose dans cette photo, mais on ne le voit pas. Non, c'est vrai. Et lui non plus ne le voyait pas. Et quand il est rentré chez lui quelques mois plus tard et qu'il a travaillé ses photos sur ses appareils et ses ordinateurs, il s'est aperçu que pendant les 20 minutes où ce faucon est resté à quelques mètres de lui, derrière, à moins de 5 mètres, il y avait une panthère qui le regardait. Vous la voyez ici, vous voyez ses deux yeux, ses oreilles et son petit crâne tout rond de félin. C'est extraordinaire parce que ça voulait dire que lui, l'épieur, était épié. Lui, l'observateur, était observé. Et c'est en fait une photo qui dit beaucoup de choses philosophiquement. Ça dit que premièrement, le monde est plein de présences et plein de bêtes qu'on ne soupçonne pas. Nous sommes beaucoup plus regardés que nous le croyons. Et deuxièmement, ça veut dire que l'homme, en général, porte son regard vers ce qu'il connaît, ce qui le rassure, ce qui le conforte. Ça s'appelle le conformisme, en fait. Nous sommes toujours attirés par ce que nous connaissons déjà. Nous aimons la musique que nous connaissons déjà. Nous aimons voir les visages que nous connaissons déjà. Ça nous rassure. Nous n'aimons pas tellement, contrairement à ce que nous croyons. Nous autres, les êtres humains, n'aimons pas tellement l'imprévu, l'inconnu, le nouveau, le divers, le varié. Et là, l'œil se mettait vers le faucon. Et quand on regarde cette photo, on voit le faucon parce que notre appareil cérébral, sensitif, va d'abord vers l'évident. Et en réalité, il faut toujours détourner un peu son regard, et voir dans les périphéries, parce que c'est peut-être là que sont cachées des choses encore plus intéressantes que ce qui vous apparaît immédiatement. Voilà, cette photo-là, c'est une grande leçon philosophique, une leçon de regard et une leçon de l'affût, et elle m'a été donnée par Vincent Munier. On peut appliquer en plus dans son quotidien sans forcément faire de grandes expéditions, regarder un petit peu plus loin, comme vous dites. Sylvain, en 2014, vous en parliez tout à l'heure, vous avez eu un très grave accident qui vous a cloué au lit, comme vous dites, pendant près de 6 mois, c'est bien ça. Vous pouvez bien nous redire ce qui s'est passé? C'est pas très intéressant. Je suis tombé d'un toit parce que j'étais sous. C'est donc pas un accident glorieux, c'est un accident de la fête. Je suis un blessé de fête. J'avais 26 fractures, j'ai passé plusieurs mois couché dans un corset, plusieurs mois à l'hôpital. Je suis sorti au bout de 4 ou 5 mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis ensuite, j'ai mis près d'1 an à me reconstituer. Et puis j'ai encore quelques séquelles, mais qui sont plus de l'ordre de la gêne que de la tragédie. Et puis j'ai réussi à me relever parce que, d'abord, c'est au XXIe siècle. Quelques dizaines d'années plus tôt, je serais mort. J'ai été secouru immédiatement par le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ça s'est passé à Chamonix. J'ai été entouré par l'amour de mes proches et des miens. J'ai bénéficié de la grâce du système de santé français qui vous soigne malgré la stupidité de l'accident qui vous est arrivé. Donc jamais on ne vous soumet à la sanction, parce que dans une société régie par les règles méritoires de l'Antiquité, on ne soignerait pas un blessé de la fête. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'ai pu revenir à moi-même et redevenir à peu près un peu boitillant, un peu brinque-ballant, celui que j'étais. J'en suis très heureux et très content. Et puis j'ai pratiqué aussi une forme de rémission qui s'appelle l'oubli. Je crois beaucoup à ça. Il faut, au bout d'un moment, oublier ce qui vous est arrivé, et ne pas macérer dans votre douleur. À partir du moment où les accidents qui vous sont arrivés dans votre vie deviennent votre identité et deviennent constitutifs de ce que vous êtes, eh bien vous ne sortez pas de votre malheur. Je crois beaucoup, moi, à la vertu de l'oubli. Et à un moment, il faut reprendre la route et semer son malheur, parce que sinon vous macérez, vous clapotez dedans, quoi. Puis à ce moment-là, votre malheur
gonfle comme une énorme amibe dans un marécage, et puis il devient ce que vous êtes, et vous n'êtes plus constitué que des drames qui vous sont arrivés. Donc vive l'oubli. Mais dans l'immédiat après accident, quand vous êtes allongé sur votre lit d'hôpital pendant des mois, vous ne pouvez pas marcher, j'imagine que les médecins, je ne sais pas s'ils étaient très optimistes ou plutôt pessimistes, à quoi vous pensez? Puis qu'est-ce qui vous pousse à vous accrocher? Est-ce que tout de suite vous avez eu cette envie-là d'aller vers le mieux, ou est-ce qu'il y a eu des moments quand même compliqués? On imagine qu'ils ont dû l'être. Non, mais l'envie, bien sûr qu'elle existe. Ça s'appelle d'ailleurs la biologie, c'est-à-dire la vie veut vivre, comme disait Arthur Schopenhauer. La vie veut vivre. Alors à ce moment-là, blessé ou pas, vous voulez vivre. Si vous vous coupez le doigt, vous avez une petite coupure au doigt, là. Oui. Eh bien, la vie veut vivre. C'est-à-dire vos cellules, là, en ce moment, sont en train d'essayer de cicatriser. C'est ça, un accident. La vie veut vivre. À toute force. Donc, bien sûr, quand vous êtes couché dans un lit d'hôpital cloué avec 26 fractures, les 2 poumons explosés, les vertèbres fracturées, 5 fractures du crâne, une trépanation, des ponctions dans le cerveau, ça allait pas très bien. Mais la vie voulait vivre. Et puis, alors moi, je n'avais qu'un but, c'était me relever et recommencer à marcher. Mais des petits buts. Je me disais, je vais traverser la France à pied. Je vais arrêter les circulations à l'autre bout du monde, en Sibérie, traverser les steppes à cheval, les machins, les navigations, les escalades insensées. Non. Traverser la France à pied, doucement, par des petits chemins, tous les jours, pas après pas. Des ambitions modestes et chapitrées, séquencées. Aller partir de la mer Méditerranée et circuler lentement, je mettrais 3 mois, et jusqu'au Cotentin. Et je n'ai pensé qu'à ça. Et puis j'ai oublié le reste. Et ça m'a aidé à me remettre en selle, puisque je me remettais en marche. Qu'est-ce que vous a apporté cette marche juste après l'accident? Est-ce que vous avez, je sais pas, vous êtes retrouvés? Vous avez eu besoin de renouer avec vous-même ou avec un autre vous-même? Comment vous étiez dans votre tête? J'en ai fait un petit livre, mais il vaut mieux que j'essaye de dire mal ce que j'ai essayé d'écrire bien, parce que ça, on va quand même pas commencer à forcer nos interlocuteurs à ouvrir des livres. Alors, comment vous dire mal ce que j'ai essayé d'écrire? J'ai mis 1 an et demi pour essayer de formuler ce que je vais maintenant mal vous dire en quelques phrases. J'ai essayé de revenir à moi par le mouvement. J'ai essayé de demander à la marche de m'apporter toutes les grâces dont je savais qu'elle était pourvoyeuse. Et notamment le fait de me donner à chaque pas le sentiment d'un petit triomphe. C'est ça qui arrive quand on se remet en marche après avoir été cloué par l'accident. Et puis, la marche m'a permis aussi de recommencer à aimer, capter tous les phénomènes et les scintillements et les jaillissements du monde, de la forêt, des champs, des montagnes que j'ai traversées pas à pas. Et puis, que vous dire d'autre, j'ai essayé de me dissimuler un peu pendant le temps de cette marche, parce que quand on est blessé, on n'a pas trop envie du frottement de ses semblables, hein, on veut se carapater un peu. On connaît ça chez les animaux qui se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir, bien les êtres humains aussi. Alors moi j'ai associé cette rémission, ce retour à moi-même, à une dissimulation dans la forêt. Je suis parti par des petits chemins de traverse qui n'étaient pas les plus empruntés et que je pouvais détecter sur mes cartes au 25 millième, les cartes de l'Institut géographique national. Et j'ai réussi à faire cette traversée de la France un peu dans les broussailles. Je voulais associer à ma volonté de disparaître une géographie de la dissimulation. Et je crois que pour moi, en tout cas, pour moi seul, pour ma propre rémission, j'ai réussi, puisque quand je suis arrivé au bout de la falaise, au bout du Cotentin, bien, j'ai eu l'impression, alors que je ne pouvais pas faire un pas de plus, puisque j'allais à nouveau tomber, je me suis aperçu, c'est ça l'avantage des bords de falaise, c'est qu'on sait quoi faire. Eh bien, je me suis aperçu que je pouvais jeter par-dessus bord mon fardeau de noirceur, comme on se débarrasse d'un sac en le jetant dans le vide.
Et à ce moment-là, en arrivant au bout de ma marche, j'ai compris que j'étais vraiment guéri. Comment votre entourage a géré cette disparition, comme vous dites, ce besoin? Il ne gère pas. Ils régissent, ils royaument, ils organisent, ils s'occupent, ils contournent, ils maîtrisent. Au contraire, ils se laissent dépasser, ils accompagnent, mais ils ne gèrent pas. Comment ils ont réagi alors? Ah, alors ça, ils ont beaucoup réagi, oui. Mes parents étaient tout à fait... Enfin, mon père, parce que ma mère était morte déjà. Mon père a été très abattu, parce que lui-même... D'abord, c'était déjà un vieux monsieur. Il est né en 1928. Rendez-vous compte, moi je suis tombé en 2014. C'était déjà un très vieux monsieur. Mais paradoxalement, la blessure de son fils l'a investi, lui, d'une nouvelle énergie. Ah oui. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé vivre chez lui. Et c'était un retour étrange en enfance, parce que je ne pouvais plus monter les 6 étages de mon pigeonnier à Paris. Si bien que je suis allé vivre chez lui parce qu'il y avait un ascenseur. Et c'est lui, mon vieux père de 90 ans, qui m'aidait. J'ai passé quelques mois dans son appartement et c'est lui qui faisait mon garde-malade. Alors c'est un étrange retour à l'enfance et puis ça nous a permis de réinstaurer une très belle relation. Alors, votre père est décédé en février. Hein, c'était l'écrivain Philippe Tesson, essayiste, homme de théâtre. Il avait tellement de casquettes, j'en oublie certainement. Vous disiez que vous aviez une très belle relation. J'ai entendu dans une interview qu'il avait dit de vous que vous étiez un foreur, que vous alliez au fond des choses et qu'il aurait aimé être vous, être comme vous. Oui, peut-être. Enfin, vous savez, c'était un homme de la conversation, de la pensée, de la saillie, de l'aphorisme. Il disait beaucoup de choses. Il aimait beaucoup l'art de la conversation. Pardon, il aimait le théâtre. C'était un homme de presse. Il a dirigé des journaux entre les années 60 et la dernière année de sa vie, puisqu'il avait encore une revue de théâtre. Il est mort le 1er février de l'année 2023, il y a quasiment un an et quelques mois. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à travailler. Il dirigeait le théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. Il a dirigé et créé le Quotidien de Paris, le Quotidien du Médecin, dirigé le journal Combat. Et il a toujours essayé de mettre le théâtre dans les journaux et de mettre le journalisme au théâtre. C'est-à-dire de montrer que le journalisme était une espèce d'expulsion spontanée de l'humeur, comme sur une scène de théâtre, et que le théâtre était l'endroit où on pouvait expliquer la société, comme dans un journal. C'est pour ça qu'il a toujours essayé de créer la passerelle, l'articulation entre les deux modes d'expression. Le mode d'expression de la presse quotidienne et le mode d'expression de la scène vespérale, le soir, quand le rideau s'ouvre. Il faisait semblant d'être léger. Comme dans le poème merveilleux que tout le monde connaît de Jules Laforgue, « Je ne suis qu'un viveur lunaire qui fait des ronds dans les bassins ». Voilà, il faisait semblant d'être un viveur lunaire qui fait des ronds dans les bassins. Mais en fait, il savait, une chose à laquelle moi je crois profondément, que l'apparente légèreté, la gaieté permanente, le côté superficiel de l'être humain qui aime comme ça converser légèrement, dire des bêtises, provoquer, en fait, ça cache une profondeur. C'est le masque d'une grande profondeur. D'ailleurs, Paul Valéry disait « La chose la plus profonde chez l'homme, c'est la peau ». Mais je crois beaucoup cette idée-là, moi, qu'il faut se méfier des gens légers, parce que souvent, ce sont les plus tragiques ou les plus intéressants. Puis au contraire, ceux qui ont l'esprit de sérieux, qui tirent des bobines pas possibles, en consultant leurs appareils, souvent sont les êtres les plus finalement intéressés par eux-mêmes, c'est-à-dire enduits de trop de vernis pour qu'on puisse jamais voir ce qu'il y a en dessous. En tout cas, vous affichez, quand vous parlez de lui, un magnifique sourire, je ne sais pas si vous en rendez compte. Pas tellement, parce que d'abord, je ne peux plus sourire, parce qu'à cause de mes fractures du crâne, j'ai perdu la moitié de la mobilité de mon visage. Ça s'appelle la paralysie. Vous souriez quand vous en parliez. Ah bon, alors je souriais en coin. Mais vous souriez quand même. Parce que j'adresse à son ironie mon sourire en coin. Parce qu'il était un peu ironique, il avait toujours l'œil ironique. Quand il disait quelque chose, il fallait comprendre qu'il y avait autre chose que ce qu'il disait exactement. C'était important pour vous, qu'il vous admire, comme là, ce qu'il avait dit, j'aurais aimé être un peu comme lui.
On cherche toujours un peu la validation Bien du sûr, père. probablement, évidemment, bien sûr. De toute façon, on cherche à être aimé. C'est un des grands invariants, c'est une des grandes structurations de la vie, bien sûr. C'est une des volontés de l'homme, c'est d'être aimé. Je pense que c'est pas la pire. Il y en a d'autres des structurations anthropologiques. L'homme veut accumuler, posséder, se reproduire et se propager et s'accroître. Alors ça, c'est ce qui est le plus moche dans ces invariants. Et puis dans ce qui est le plus vertueux, c'est peut-être qu'il veut, oui, il veut peut-être être aimé. C'est possible. En tout cas, nous, on s'aimait beaucoup et on avait une relation qui, moi, me ravit beaucoup et qui se perdure d'ailleurs post-mortem. Puisque moi, je continue avec ma sœur Stéphanie Tesson, dans le petit théâtre de poche Montparnasse qui existe toujours, nous essayons de perpétuer son esprit, qui était à la fois un esprit de gaieté, mais aussi un esprit d'admiration du verbe littéraire. Alors nous essayons de donner à entendre toujours de beaux textes classiques ou contemporains, et dans un esprit de gaieté et surtout de liberté. Voilà, c'est ça qu'il nous a appris. Mon père et ma mère nous ont appris la liberté. Ils plaçaient cette vertu au-dessus de toutes les autres. La liberté. La liberté de l'expression, la liberté du comportement, la liberté de la pensée. En fait, ils nous disaient, faites ce que vous voulez, soyez absolument libre, à condition, bien entendu, de travailler et de ne jamais laisser passer une occasion de saluer toute la création artistique que l'humanité a offert aux générations. Mais faites-le dans un grand esprit de liberté et de gaieté. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais je voulais savoir si ces longues expéditions solitaires, est-ce que laissent malgré tout la porte ouverte à une belle rencontre, à une rencontre amoureuse? Non, mais en fait, si vous permettez, moi, quand j'entends votre question, je me la repose à moi-même, ouais. Ce qui me permet de réfléchir à la réponse que je vais vous donner, mais je me la pose autrement. Je me dis que tout se paye et que ça s'appelle l'entropie, je crois, en physique atomique ou en physique tout court, ça s'appelle l'entropie, c'est-à-dire c'est la part grise de l'énergie. Quand le soleil donne son photon à une plante et qu'elle va croître, il y a une déperdition. Le soleil meurt un peu. D'ailleurs, un jour, il s'éteindra. Et la part grise ou l'entropie de la liberté, du mouvement, de la gaieté, de toutes ces vertus que nous avons énumérées depuis quelques minutes, la part grise, c'est qu'on perd la capacité de construire quelque chose. Un foyer, une famille, une stabilité. C'est terrible, mais c'est ainsi. À trop courir la steppe, un jour, peut-être, on s'aperçoit qu'on a oublié de créer une base familiale stable. C'est l'histoire du héros de Hermann Hesse, Knulp, qui est un petit vagabond romantique allemand qui a une vie charmante dans les forêts et dans la campagne. Tout le monde est son ami. Et puis un jour, il meurt, parce qu'il est vieux. Et il s'adosse contre un arbre et il voit dans la vallée s'allumer les fenêtres des maisons. Et il se dit, voilà, en ce moment, derrière ces fenêtres, il y a des familles qui vivent un repas du soir, plein de gaieté, plein de bonheur, plein de chaleur familiale. Et moi, j'aurais eu une très belle vie sur les chemins, mais je meurs seul comme un chien adossé à mon arbre. Ça, c'est la question de Knulp que vous posez. Est-ce que, à trop courir le monde, un jour, on ne se retourne pas derrière son épaule et on s'aperçoit qu'on n'a rien laissé? Pour l'instant, je n'en suis pas encore à pouvoir répondre à votre question. Peut-être que je vous répondrai dans une 50aine d'années, quand j'en saurai un peu plus. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette grande course éperdue à travers le monde est un peu comme le sillage du bateau. C'est-à-dire qu'il y a un sillage, mais aussitôt qu'on se retourne, il disparaît. La mer cicatrise. Et il ne reste plus rien. Mais au moins, le bateau avance. Merci, Sylvain Tesson. Je vous reçois donc dans 50 ans, j'ai bien compris. Voilà, on se retrouve dans 50 ans. Mais, très bien. Mais vous aurez à peine changé, tandis que moi, vous adresse, je serai peut-être... Entraînez-vous d'ici là à parler à un tas de cendres.
À bientôt alors. Merci en tout cas. Au revoir, merci.